promenez dans certains quartiers londoniens, voilà ce que vous pourriez croiser. En Grande-Bretagne, illégalement, rentrez chez vous ou vous pourriez être arrêté. C'est le message inscrit sur ces camionnettes qui sillonnent les faubourgs. Vous ne rêvez pas, ceci n'est pas de l'humour british, mais bien une publicité anti-clandestin. Ce que nous cherchons, c'est le soutien des habitants et surtout dire aux clandestins que nous allons les traquer. Soit ils travaillent avec nous, soit nous les arrêtons. Il s'agit de la nouvelle politique contre l'immigration illégale. L'objectif du ministère de l'Intérieur, renvoyer les clandestins à moindre frais pour le gouvernement. Nous avons des gens au Royaume-Uni qui sont ici depuis un certain temps. Ils sont venus ici quand le régime était plus souple. Nous voulons discuter avec eux et nous assurer qu'ils ne vont pas rester ici pour toujours. Nous les délogerons conformément à la loi. Pour renforcer le dispositif, ces officiers patrouillent régulièrement. Ils tentent de repérer des travailleurs illégaux et cela semble fructueux. Selon les statistiques fièrement affichées par la police, en quelques mois, plus de 1000 raids auraient donné lieu à presque autant d'arrestations. Depuis, les critiques se multiplient. De nombreux politiques dénoncent une campagne stupide et offensante. Pas suffisant pour dissuader le Premier ministre britannique. David Cameron a déclaré que ce projet pourrait maintenant être étendu à tout le pays. Un roule à vive allure, mais le conducteur a visiblement confondu le tableau de bord avec son lit. Et au moindre soubresaut, le professionnel semble se réveiller. Cette vidéo tournée en Argentine a été présentée à la presse par le ministre des Transports. Objectif affiché, tolérance zéro pour les conducteurs de train. Nous allons ajouter au système de contrôle existant d'alcoolémie un contrôle du niveau oxygène dans le sang pour savoir si la personne est prédisposée à s'endormir. Ces résultats sont instantanés. Nous allons aussi mettre en place des contrôles aléatoires, à la fois médicaux et techniques. Ils concernent l'alcool, mais aussi les drogues. À la demande des autorités et malgré l'opposition des syndicats de cheminots, des caméras ont été installées dans les locomotives argentines il y a un mois. Et les vidéos sont pour le moins surprenantes. Ici, le train est en marche, mais le conducteur préfère prendre un livre pour bouquiner au lieu de regarder la voie. Bientôt, pour se distraire, il pianote même sur son téléphone portable. Des comportements à l'avenir formellement interdits. Les téléphones portables sont interdits à l'intérieur de la cabine, tout comme les personnes étrangères au service. Autre mesure annoncée, le renouvellement annuel de la licence des conducteurs de train. La priorité du gouvernement, améliorer la sécurité sur le réseau ferroviaire national et éviter de telles images d'accidents et de collisions ferroviaires à répétition en Argentine. Comme ici, en février 2012 à Buenos Aires, bilan 50 morts et plus de 700 blessés. La plus importante pour ce 1er août concerne les prix de l'électricité. Plus 5% pour les tarifs d'EDF, la plus importante augmentation depuis 10 ans. Les particuliers et petits professionnels sont visés, soit 93% des ménages français. Et les tarifs d'EDF vont continuer à grimper, puisqu'une nouvelle hausse est déjà prévue pour l'année prochaine. L'épargne des Français devrait également faire grise mine. Le livret A va passer de 1,75 à 1,25%, soit le taux le plus bas jamais atteint. Un compte au plafond perdra donc 114 € par an. Seul embelli en ce 1er août, les prix du gaz sont en baisse, moins 0,45%, soit une baisse moyenne des factures de 0,1 à 0,3%. Comment des films en chinois peuvent devenir compréhensibles sans avoir à les doubler dans toutes les langues étrangères? L'administration d'État de la presse, de la publication, de la radio, des films et de la télévision a trouvé le moyen de le faire. Elle a demandé à des milliers d'experts du langage dans le monde de participer à un projet appelé Language Cloud. Le projet vise à donner aux séries et films chinois de multiples sous-titres. Li Xue, qui travaille pour l'entrepreneur du projet, dit qu'il y a un grand potentiel. Nous ajoutons des dizaines de milliers de langages dans notre base de langue. Une fois le projet terminé, peu importe de quel pays vous venez ou quelle langue vous parlez, vous pourrez regarder des films chinois sur notre site internet. Pendant ce temps, la Bibliothèque nationale de Beijing essaie de populariser ses collections numériques
parmi les gens qui ne sont pas habitués à utiliser des équipements connectés. Elle a organisé une série de formations et d'expositions pour aider les gens à se familiariser avec les outils numériques et à prendre connaissance de l'aspect pratique d'une bibliothèque numérique. Cependant, ils sont encore nombreux à choisir le livre papier, en particulier pour l'occasion. À Yuan-Mingyuan, les mordus de lecture se sont rassemblés pour échanger leurs collections. Ils peuvent aussi acheter des livres à moitié prix. Je pense que nous devrions avoir plus d'échanges de livres comme ça. C'est un bon nivellement. Il nous aide à économiser de l'argent et permet aux anciens livres de continuer à remplir leurs fonctions. Apprendre plus tout en économisant plus. Pour certains, les anciennes méthodes sont toujours les meilleures. Scène de la vie quotidienne à Pissos. Un embouteillage de poids lourds et un accident évité de justesse. Depuis qu'ils contournent l'A63 devenue payante dans les Landes, les camions sont le cauchemar des habitants du village. Tous les jours, c'est un balai ininterrompu. Excédés par les nuisances sonores, les riverains craignent surtout pour leur sécurité. Il y avait beaucoup de personnes âgées qui prenaient leur vélo pour aller faire leurs courses et qui maintenant vont à pied parce qu'elles ont peur. Au croisement, là, c'est pas possible. Moi, je suis obligée de laisser passer plusieurs camions pour pouvoir traverser parce que sinon, il y en a quelques-uns qui s'arrêtent, mais pas tous. En évitant le péage de l'A63, les transporteurs économisent jusqu'à 30 € pour un trajet de 70 km. Conséquence, certaines routes départementales ont vu leur trafic doubler en 3 mois. Louise et Lucien vivent ici depuis 25 ans, mais leur tranquillité est désormais perturbée jour et nuit. Difficilement, on ne peut pas laisser ouvert, évidemment. Oui, il en passe beaucoup la nuit aussi. Alors des fois, vous êtes obligé de fermer la fenêtre. Après, il faut la rouvrir parce qu'on a trop chaud. C'est vrai que c'est pas agréable. Cet afflux massif et soudain de poids lourds a transformé le visage des villages concernés. Pénalisés par le passage des camions, les commerçants redoutent de voir chuter leur chiffre d'affaires. Avant, on avait un bourg très agréable, très vivant. Et là, depuis qu'ils ont mis le péage, c'est que de la circulation. Les gens s'arrêtent plus. Plusieurs élus réclament la mise en place rapide d'une écotaxe sur ces petits tronçons saturés. Ils espèrent ainsi dissuader à leur tour les poids lourds d'emprunter les routes traversant leur village. Un quai de gare, c'est un environnement sonore très particulier, un brouhaha caractéristique rythmé par la célèbre virgule sonore. À Strasbourg, certaines annonces sont désormais traduites en alsacien. Plusieurs messages en dialecte. Celui-ci vient de vous souhaiter la bienvenue à Strasbourg, bien sûr. Je trouve ça sympa. Je trouve que ça remet un peu la langue alsacienne en route et ouais, je trouve ça sympa. En tout cas, ma grand-mère, elle sera contente, je pense. C'est une bonne chose. On est en Alsace, voilà, c'est bien. C'est une bonne idée, Ça donne, c'est vrai, une certaine couleur à Strasbourg, à la gare, mais pourquoi pas? La verrière contemporaine de la gare de Strasbourg se marie donc désormais avec la langue de nos ancêtres. Pour les promoteurs de l'opération, ce n'est pas un gadget, c'est plutôt un juste retour des choses. Dans le temps, on disait c'était chic de parler français, et maintenant, nous, on dit aussi en Alsace, on dit c'est chic de parler alsacien et de le transmettre, ce qui est le plus important. C'est une première en France. Après Strasbourg, les différents messages pourraient bien être diffusés dans d'autres gares de la région. Une initiative qui risque fort de faire des jaloux et donc des émules en Bretagne, au Pays Basque ou même en Corse. On s'est passé un sale quart d'heure. C'est finalement plus de 4 jours qu'il aura passé enfermé dans une cellule sans fenêtre, sans boire ni manger, le tout par erreur. Avril 2012, Daniel Chang, 25 ans, ici à droite, se rend chez des amis. Ce jour-là, des membres de l'agence antidrogue américaine font irruption dans la maison alors que les jeunes fument du cannabis. Ils trouvent quelques 18 000 pilules d'ecstasy ainsi que d'autres drogues et des armes.
En fait, cette maison était surveillée depuis quelques jours. Daniel Chong, qui a toujours nié être au courant de ce trafic, est embarqué, placé en garde à vue et brièvement interrogé. Mais très vite, l'agence antidrogue se rend compte qu'il ne fait pas partie du réseau de trafiquants. Elle le place en cellule, lui promettant de venir le chercher dans, je cite, « pas longtemps ». Enfermé, le jeune étudiant va en fait être oublié dans sa cellule. Je n'étais pas assis là sans rien faire. Je donnais des coups sur la porte en hurlant. J'ai même mis des lacets à travers la fente de la porte pour me faire remarquer. Je ne suis pas resté immobile, non, je criais. Pour survivre, il est contraint de boire son urine. C'est seulement au bout du 5e jour qu'il est retrouvé couvert de ses excréments et sévèrement déshydraté, souffrant de problèmes de reins et de foie. Son calvaire lui aura valu 5 jours d'hospitalisation. Daniel Chong va recevoir environ 3 millions d'euros de dédommagement de la part du gouvernement américain. Il y en a pour tous les goûts et de toutes les formes. À chacun son style, dans les bassins, la course à l'originalité est lancée. Mais les anneaux olympiques sont plébiscités. Je voulais avoir cette signature des Jeux Olympiques à poser sur moi, et surtout avec les Jeux que j'ai fait en 2008 à Pékin. Voilà, ça me laissera un souvenir à jamais gravé dans ma mémoire, et j'avais aussi envie de le graver sur ma peau. La natation suit la mode, mais impossible d'échapper aux anneaux. Pour vérifier, il faut se rendre en plein cœur de Barcelone. Dans ce magasin, l'an passé, un nageur néo-zélandais était venu juste après les Jeux de Londres. Mais cette année, aucun champion ne viendra avant la fin de la compétition. Et pour cause. Si tu te tatoues et que tu vas dans la piscine, avec le chlore, ce n'est pas très hygiénique. Après une séance de tatouage, il faut environ 1 mois avant de replonger. En fonction de la nage, on adapte son tatouage, signe distinctif, signe esthétique. Pour le public, il peut même servir de repère. Je ne me rappelle plus du nom de cette nageuse, mais elle porte ici les anneaux olympiques. C'est très joli. Oui, ça ne me dérange pas du tout les tatouages, sauf quand cela recouvre tout le corps. Frédéric Bousquet est facilement identifiable, mais le papillon de Laure Manodou est sans doute le plus célèbre tatouage. L'ancienne championne olympique a gravé sa peau tout au long de sa carrière. Il y a celui de Manon, bien sûr, qui est très important. Et j'en ai fait un autre, un très grand dans le dos. C'est marqué « Ne me jugez pas sur mes succès, mais sur combien de fois je suis tombée, je me suis relevée ». En équipe de France, Yannick Agnel et Jérémy Stravius échappent encore à la mode des tatouages. Florent Manodou, lui, en a lancé une nouvelle. D'un ballon Doraemon géant aux éditions limitées de Crayon Shinchan, des milliers de visiteurs sont immergés dans les comics et mangas. Et certaines personnalités locales sont parvenues à se faufiler, telles que Old Master Q, un personnage de bande dessinée de Hong Kong créé 50 ans plus tôt. Ces dernières décennies, il a dû s'effacer devant les héros des bandes dessinées étrangères. Son exposant croit toutefois que Old Master Q a encore un avenir. La raison pour laquelle nous avons développé la figurine de Old Master Q n'est pas le seul profit. Ces personnages de bandes dessinées locaux représentent la culture de Hong Kong ainsi que de tout le sud de la Chine. D'autres exposants chinois sont plus chanceux. Un dessinateur a créé Daoji, une divinité traditionnelle dotée d'une grande tête et de petits membres. Couplant histoire urbaine moderne et culture traditionnelle, les livres de Daoji sont relativement populaires. Le dessinateur explique avoir créé ce personnage il y a 6 ans, et que le secret de son succès réside dans le mélange des bandes dessinées modernes et d'éléments de la peinture traditionnelle chinoise. Les peintures traditionnelles chinoises, telles que les peintures de paysage, relèvent plus des sentiments intérieurs que de la réalité objective. Quand vous regardez ces peintures, vous vous sentez apaisé. Donc j'ai adopté cette technique dans ma bande dessinée. À certains moments, j'utilise des techniques de peinture traditionnelle et les lecteurs ressentent immédiatement l'ambiance de l'histoire. Ray Bei affirme qu'il existe 2 raisons à la pauvreté du secteur chinois de la bande dessinée. La première est que les artistes se reposent trop sur le patrimoine culturel de la Chine en adaptant des histoires anciennes, ce qui limite l'innovation. La seconde est l'abus des techniques de graphisme par ordinateur. De nos jours, la plupart des dessinateurs chinois utilisent un logiciel. Ils font seulement du dessin par ordinateur, pas du vrai. Au début, ce type de logiciel était pratique, mais il a petit à petit tué la vitalité de la création.
Festival international des performances artistiques Beijing One qui se déroule entre autres au Times Art Museum au centre de Beijing. Ici, les visiteurs peuvent tomber sous le charme de la broderie polonaise à travers ses vêtements, sacs, accessoires et ceintures ethniques. Broderies sont devenues populaires à la fin du 19e siècle en Pologne. Elles sont devenues un symbole de richesse et étaient très prisées des jeunes femmes. Le style polonais est plus coloré que la broderie traditionnelle chinoise et décrit la vie quotidienne des Polonais. En dehors de la culture folklorique, on trouve le travail de photographes internationalement reconnus qui met en lumière les différentes cultures rencontrées autour du monde. Beijing se prépare également à accueillir un autre événement culturel majeur, la Semaine du Design de Beijing 2013, qui débutera fin septembre. La saison de la consommation du design le précédera dans un mois. Seront présentées une large variété de designs avec des intérieurs, des meubles, des voitures. Cet événement vise à changer le point de vue traditionnel qui veut que l'achat d'objets estampillés design soit réservé aux entreprises et aux artistes. Nous voulons inviter les gens à apprécier le design et le leur offrir sous forme de commodité. Cela sera très bénéfique pour l'industrie du design en Chine. Plus de 80% de l'immobilier chinois est privé et de plus en plus de gens investissent dans des intérieurs design pour rendre leur lieu de vie plus confortable. Les tendances comme celle-ci permettent à plus de personnes de ne pas vivre seulement riches, mais aussi avec style.